Salam alaikum, Azul, bonsoir. Aujourd'hui, 8 mars, a été consacré par les Nations Unies en 1977, Journée internationale des droits des femmes. Le 8 mars est célébré à travers le monde entier, souvent de façon juste protocolaire, sans aucune vraie adhésion populaire. Dans la dure réalité de l'humanité, la femme reste très discriminée, souvent traitée en être inférieur. En Algérie, il n'est pas rare d'entendre des gens, lorsqu'ils parlent de leur épouse, dire « le mara hachakou ». Quelques étapes internationales dans cette appréhension du statut de la femme et de ses droits. En 1909, sur initiative du Parti socialiste américain, la journée du 28 février a été retenue pour la célébration de la femme sur tout le territoire des États-Unis d'Amérique. En 1910, à Copenhague, l'Internationale socialiste a demandé l'institutionnalisation à un niveau international de la journée de la femme pour tenter de promouvoir ses droits et notamment l'obtention du suffrage universel pour la femme dans le monde entier. Aucune date n'a été cependant fixée. En 1911, sur proposition de la grande figure féministe Clara Zetkin, en août 1910, l'Internationale socialiste des femmes célèbre le 19 mars 1911 la première journée internationale des femmes. Les manifestations se sont déroulées dans 4 pays européens, Danemark, Suisse, Allemagne et Autriche. Des millions de femmes ont célébré publiquement cette journée internationale de la femme, telle que recommandée une année auparavant par l'Internationale socialiste à Copenhague. Ces rassemblements ont revendiqué pour la femme le droit de vote, le droit d'exercer une fonction publique, le droit au travail, à la formation professionnelle et l'interdiction des discriminations sur le lieu de travail. En 1913, pendant le dernier dimanche de février, dans la ferveur et l'ambiance pacifiste d'avant-guerre, les femmes russes ont célébré la Journée internationale des droits de la femme. Quelques jours plus tard, et sur plusieurs jours du début du mois de mars, plusieurs pays européens ont suivi et ont manifesté pour 2 raisons simultanées, contre la guerre et contre la discrimination des droits de la femme. Le 23 février 1917, du calendrier grégorien, correspondant au 8 mars du calendrier julien, à Petrograd, en Russie tsariste, et en pleine guerre mondiale, les femmes russes ont entamé une grève pour protester contre la guerre et la misère. 4 jours plus tard seulement, aussitôt après l'abdication du tsar, le gouvernement provisoire russe a accordé le droit de vote aux femmes. Écoutez ce que dit Trotsky sur cette mémorable journée du 8 mars. Je le cite. « Sans tenir compte de nos instructions, les ouvrières de plusieurs tisseries se sont mises en grève et ont envoyé des délégations aux métallurgistes pour leur demander de les soutenir. Il n'est venu à l'idée d'un seul travailleur que ce pourrait être le premier jour de la Révolution. » Fin de citation. En 1921, en hommage à la grève des femmes,
en 1917. L'URSS officialise le 8 mars, fête de la femme, et premier jour de la révolution russe. Le 8 mars 1995, l'ONU a célébré l'année internationale de la femme en lui attribuant néanmoins une nouvelle appellation, la Journée internationale des droits des femmes. Quelques chiffres sur la situation de la femme dans le monde. Contrairement à l'idée très largement répandue, les hommes sont légèrement plus nombreux que les femmes. Selon les dernières statistiques de l'ONU, en 2015, le sexe ratio dans le monde était de l'ordre de 102 hommes pour 100 femmes, c'est-à-dire 50,4% d'hommes et 49,6% de femmes. Mais pour des raisons et d'autres, l'espérance de vie des femmes est meilleure que celle des hommes. Selon l'OMS, en 2016, l'espérance de vie des femmes était de 74 ans et celle des hommes de 69 ans. En 2015, 8 centenaires sur 10 centenaires sur 10 sont des femmes. En Algérie, en 2019, sur une population d'environ 43 500 000 personnes, l'Algérie a compté 22 millions d'hommes pour 21 500 000 femmes environ. Question de scolarisation, du primaire au secondaire, les filles et les garçons sont presque à égalité. Dans le supérieur, les femmes y sont plus nombreuses que les hommes. Et les femmes qui vont jusqu'au bout de leurs études universitaires et qui obtiennent des diplômes sont plus nombreuses que les hommes. Plus de 65% de diplômes supérieurs dans toutes les filières, y compris scientifiques, pour les femmes. Mais, malgré cette nette suprématie sur les hommes en termes de qualification et de diplômes d'études supérieures, les femmes sont très sous-représentées pour l'accès à des fonctions supérieures où elles ne représentent curieusement qu'un très faible pourcentage. Ce genre de statistiques comme celle du chômage ne sont malheureusement pas accessibles en Algérie. Mais il est patent qu'une véritable discrimination est exercée à l'endroit de la femme qui est très sous-représentée dans les fonctions supérieures et particulièrement surreprésentée dans les taux de chômage.
Algérie de la dignité. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui, ce jour du 8 mars consacré Journée internationale des droits de la femme. Avec moi donc pour en parler, Idir Nouren, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Houssine Jidel, anthropologue, analyste politique. Houssine, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Ali Aïdjoudi, président de Riposte International. Ali, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir à tout le monde. Alors, donc voilà, nous allons commencer à parler du sujet du jour, le 8 mars, qu'on a l'habitude en Algérie de fêter seulement au niveau du parti FLN, RND, UNFA, un petit gâteau, un petit four, limonade, papotage comme ça, caméra. Des fleurs en plastique. Et des fleurs en plastique. Là, en ce moment, ce n'est pas le cas du tout. Tout à fait. Là, les Algériennes sont dans la rue depuis le 22 février, pas seulement pour le 8 mars, mais elles sont en train d'arracher de haute lutte la future place de la femme algérienne dans la première République algérienne. Alors, à votre avis, messieurs, qu'est-ce qui a changé depuis le 22 février? Non, tout d'abord, j'aimerais souhaiter bonne fête à ma mère, à mes sœurs, et plus largement à toutes les femmes algériennes qui nous font honneur et qui sont dans la dignité, qui sont dans la lutte et qui vraiment nous remplissent de bonheur. Voilà, ça c'est juste merci, pour... merci. Il est beaucoup plus galant que moi, en tout cas, qui ai oublié de souhaiter une bonne fête à ma mère, à ma femme, à ma fille, à mes sœurs, à mes amis. Vous le faites intelligemment. Non, donc là, vous ouvrez la brèche. Donc, Tout à fait. Donc, pour moi, c'est un peu spécial parce que c'est l'anniversaire de ma défunte épouse. Donc, c'est son anniversaire. Et donc, c'est un peu spécial. Mais tout de même, d'abord, il y a eu une falsification de l'histoire, au moins pour l'Algérie, parce qu'on a toujours dit la fête de la femme, alors que c'est de la foutaise, c'est pas une fête. Même après 1995, ils ont toujours caché ce mot, journée internationale, dit Darwa de la femme, pour oublier ce mot Darwa. Donc, le combat continue. Je salue justement toutes ces femmes, surtout la femme rurale qui est cachée. Grâce à elle, notre société est encore vivante et active, mais surtout l'apport de cette femme dans cette révolution citoyenne. On a toujours dit qu'où il y a la femme, il y a la sécurité. Et donc il faut dire la réalité, cette révolution, sa spécificité, c'est la présence de la femme. La présence de la femme a donné un cachet spécial pour la révolution du sourire, parce que qui dit femme, dit aussi enfant, et un grand salut, un grand bonjour et chapeau et respect à toutes ces femmes qui marchent pratiquement depuis 1 an, sans arrêt, et qui ont donné un cachet de bonheur à cette révolution et qui ont empêché beaucoup de choses. Donc, on sait bien que quand il y a la présence d'une femme, le comportement des hommes change. Et on a donné une image d'un grand civisme. Mais qui ont aussi changé l'image de certaines choses. Absolument. Quand on voit des femmes en hijab manifester côte à côte avec des femmes متبرجات كما كانوا يسميوهم ou que nous on les appelle civilisés, comme ça on dit. On les voit marcher côte à côte ensemble avec les hommes, côte à côte aussi. C'est un sacré tabou qui est tombé. Parce que l'adversaire, ou plutôt l'ennemi, est défini sur le pouvoir. Absolument. Autre chose, c'est la diversion. Voilà donc. Houssine. Moi, je renouvelle le message que Facebook vient de me rappeler aujourd'hui, il y a 7 ans. Oui. À la même date, j'ai écrit aux femmes algériennes, notre source d'espoir, une éternelle reconnaissance. Oui. Il y a 7 ans de ça, parce que l'histoire nous a appris que toute révolution, tout changement, où la femme se place en premier rang, c'est une action réussie. Oui. Les femmes algériennes, elles étaient toujours au premier rang, notamment depuis le 22 février. C'est elles qui se trouvent les premières. C'est elles qui alimentent l'espoir.
qui encourage les hommes, qui encourage les hésitants. Moi-même, j'ai des amis et qui m'ont dit clairement que c'est ma femme qui me ramène chaque vendredi à la manifestation. Elle ne le laisse pas rester à la maison. Elle lui dit non, c'est un combat d'existence. Ouais. Et donc, nous les avons vus aujourd'hui à Alger. C'est immense, ces femmes-là. Et là, ils nous donnent encore l'assurance. J'espère que nous allons pouvoir avoir les images d'aujourd'hui. Ils nous donnent encore l'assurance que notre révolution du 22 février va bientôt aboutir. Quand une révolution, elle est entre les mains de ces femmes, des femmes, nous ne pouvons que réussir. Et à cette occasion, nous devons rappeler que cette révolution qui a cassé tant de tabous, tant de malentendus, tant de zizanie, qui a balayé beaucoup de zizanie, qui a introduit cette unité. Et les premières qui ont édifié cette unité, c'était aussi les femmes. N'oublions pas que, qui est très symbolique, mais c'est très important, ce qui s'est passé entre Mssoussi de Tizi Ouzou et celle de Tlemcen, oui. Nour el-Houda, Gadi. Toutes les deux photographiées en même, avec Louise Ahriz, Iril Ahriz. Et ça, c'est encore un autre acte. Et de Madame Beya. Surtout ça. Oui, absolument. Donc, notre Khalti Beya qui nous donne... Transgénérationnel. Oui. Khalti Beya qui nous donne encore l'espoir avec sa maladie qui n'a jamais raté une journée de manifestation. Oui. Alors qu'elle devait se reposer. Le commissaire de police avait fait transporter par un véhicule de police pour la jeter à plusieurs kilomètres on lui a volé son médicament d'une autoroute sans ses médicaments. Sans ses médicaments. Ouais. Mais elle nous donne, cette personne, cette dame qui devait se reposer, parce qu'elle en a besoin, mais malgré sa maladie, malgré sa fatigue, elle est toujours présente et elle est au premier rang et elle ne craint rien. Elle nous donne le courage, elle nous donne la persévérance. Oui, ce que je voulais rajouter, c'est qu'au-delà de la présence féminine qui a véritablement apaisé le Hira, qui a cassé des tabous, en même temps qui a eu, stimulé. qui a eu une démarche, aussi, empêcher les violences. Tout à fait, par sa démarche iconoclaste, Hussein a évoqué ça et Ali aussi, dans son rapport humain à la gente masculine, cette espèce d'altérité où chacun est à distance, mais dans le respect, c'est là où il y a eu des tabous qui ont été brisés. Et ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est qu'elle a arraché à travers ces 52, 53, 54 vendredis sa place en tant que citoyenne, à part entière. D'autant que sur l'édito, vous l'avez quand même évoqué, c'est les droits de la femme aujourd'hui. Il y a juste un petit bémol, monsieur, c'est-à-dire que l'ONU avait célébré la journée de la femme. Il y a quelques pays européens, dans la France, qui ont ajouté le terme droit de la femme. Ah, ce n'est pas l'ONU qui a consacré l'appellation. Non, d'accord. Donc c'est juste un petit rectificatif. Par ailleurs, par rapport à tout ça, vous l'avez dit dans l'édito, parce qu'aujourd'hui, elles ont marché, c'est le 8 mars, et je ne pense pas qu'il y ait eu autant, durant toute, de 62 à aujourd'hui, des marches massives aujourd'hui. Et en plus, il y a eu des revendications politiques. Donc elle a atteint sa pleine maturité. Et moi, il faut leur rendre un hommage extraordinaire pour toutes ces femmes. Mais la question que j'aimerais vous poser, messieurs, cette femme dont personne ne nie l'importance dans la vie nationale, même dans notre histoire. Je rappelle par exemple ces années d'immigration dans les régions les plus déshéritées du pays, la Kabylie, les Aurès, le nord sétifien, les hauts plateaux, où les populations étaient obligées d'aller ailleurs ramener leur subsistance. Et quand ils partaient, ils laissaient qui pour s'occuper de la maison? Ils laissaient les femmes. C'était les femmes qui faisaient l'agriculture, la cueillette, le pastoralisme, et qui s'occupaient des enfants. Et les conditions étaient très dures. Au point où le mari qui était parti en France ou ailleurs, généralement en France, ne revenait pas tous les ans. Il venait 3-4 ans parce qu'il n'avait pas les moyens. Et les femmes étaient là-bas en train de tout faire, remplacer l'homme et de faire leur travail de maman. Et représenter l'autorité à la place du père. L'autorité aussi. À la place du père, ça. bien sûr. Elles ont toujours été présentes. Pourtant, malgré leur importance,
malgré leur engagement, leur générosité, elles ont toujours été déclassées. Au point où, chez nous en Algérie, particulièrement dans les régions un peu enclavées, un peu sous-développées, le Ghalb, c'est... il y a la marteau, il dit le baraha chakoum. Ça a existé, mais ça tend à disparaître, c'est terminé tout ça. Fini. Oui, mais ça existe encore, ça existe. Oui, mais bon... Mais pourquoi, qu'est-ce qui a motivé, bien que ce ne soit pas propre aux Algériens, c'est international, y compris aux États-Unis, qu'est-ce qui a motivé ce besoin de... Vous l'avez dit dans votre édito, ce n'est pas massif, mais c'est très important, l'instruction, l'éducation. Je pense qu'elles arrivent en tête à la faculté, à la faculté en termes de diplôme. Je crois qu'elles sont surreprésentées. Voilà, plus de 65%. Voilà. 68% des universitaires sont des femmes. Et c'est l'anthropologue qui parle. Donc, 68% des universitaires diplômés. Oui, diplômés. Ce sont des femmes. Ouais. Il y a de ça, mais il y a autre chose, et vous l'avez encore souligné dans l'édito, parce que c'est aujourd'hui, au-delà de la symbolique de la femme algérienne qui lutte pacifiquement aussi avec ses frères ou ses maris ou ses frères ou ses cousins pour la libération du pays, pour parachever justement cette indépendance dans le cadre de cette révolution, elles sont sous-représentées aussi, vous l'avez si bien dit, dans les hautes fonctions. Oui. Donc, en fait, aujourd'hui, je pense, c'est la cristallisation de tout. C'est à la fois les droits des femmes, c'est à la fois la présence féminine au sein du Hirak, c'est à la fois se pencher aussi sur toutes les différences et les disqualifications qu'elles subissent encore, parce que rien n'est gagné. C'est peut-être pour certaines et pour d'autres aussi le statut particulier, le code de la famille. C'est l'ensemble de ces luttes-là qui l'amèneront, j'espère, moi je rêve où on sera présidé par une dame, par une femme. Oui. D'ailleurs, moi j'ai à plusieurs reprises, mais une fois même sur France 24, j'ai proposé il y a quelques années que quand on passera par une étape, par une évolution, on va dire. Voilà, donc par une transition, moi je propose que le ministère de la Défense, qui doit être absolument civil, doit être confié à une femme. À la fois deux symboles. Le caractère civil de l'État, placer la femme dans un arbitre qui lui mérite... Pour mettre fin un peu à ce machisme imbécile. Exactement. Mais quand il dit de représentation, il faut bien savoir que depuis l'indépendance, nous n'avons pas de représentation qui est conforme à la réalité, que ce soit les hommes ou les femmes. On place des gens. Ce n'est plus le choix du peuple. Par contre, oui, ça veut dire, par contre, si on prend l'exemple algérien en 1962 et l'exemple français, et on va comparer, nous sommes plus démocratiques, plus respectueux. Ce n'est pas pour vanter notre système. C'est que les Algériens, en 1962, ils étaient à un degré de conscience du rôle de la femme qu'ils devaient l'avoir, s'il n'y avait pas ce coup d'État, ce retour en arrière, que les Algériens. Pourquoi? En 1963, que les Français, vous voulez dire? Oui, par rapport aux Français. En 1962, l'Algérienne, la femme algérienne a le droit de voter et d'être candidat. La femme française n'a obtenu le droit de vote qu'en 1948. Il n'avait pas le droit d'être candidat à une élection qu'en 1974. Pour ouvrir un compte bancaire, il fallait l'avis de son mari. Non, c'est très important de le dire. Nous étions en 1962, grâce à ces gens-là, grâce à les maîtres, les héros de la révolution algérienne, plus avancés que les Français. Je dis, exemple, je reviens sur un détail. La loi de 1963 sur la nationalité consacre aux Européens le double droit de sol, sans aucune distinction. Tout Algérien non musulman, né sur le territoire algérien, ainsi qu'un de ses parents, est algérien. Ce double droit de sol qui a été aboli par les Français pendant des siècles et qui l'ont mis en cause et qui est encore mis en cause jusqu'à aujourd'hui, à l'exception de l'article 19.3. Donc, il y avait des avancées. Mais qui a freiné ces avancées pour qu'ils prennent leur ampleur, leur place? Le coup d'État des militaires en 1962. Nous avons mis fin à l'évolution du peuple algérien, à l'émancipation du peuple algérien. Et c'est pour cela qu'il faut lier tout ce que... Mais le recul a été énorme, mais il continue. L'exemple que vient d'évoquer Idir,
68%, comme vous l'avez confirmé vous-même, des diplômés d'études supérieures sont des femmes. Ce sont des jeunes femmes. Sur l'ensemble de la communauté, estudiantine. Hein. 68%, c'est pas rien. Oui. C'est énorme. Oui. C'est quasiment le double. Oui. Ça veut dire les 30%, 32% restants, c'est la moitié moins que la moitié de... Comment se fait-il que 68% de la communauté estudiantine soient des femmes, mais qu'au niveau des charges et des postes et des fonctions supérieures, il n'y ait même pas 2 à 3%? Oui. Les chiffres sont difficiles à avoir. Le même problème de représentativité se pose aux pays soi-disant démocratiques. Mais pour nous, pas à ce point-là. Oui, mais pour nous... Il y a eu des évolutions par la loi. Oui, d'accord. par la loi. Mais pour nous, nous sommes dans un système fermé et rétrograde. Je donne un exemple. Dans les années 90, vous savez que le fils a gagné grâce à qui? Au vote des femmes. Par contre, les militants du FLN, ils disent, moi, elle ne va pas parler. Wallah, ma droit de vote. Alors que les gars du fils, à l'époque, ils ont mobilisé même les femmes malades, les vieilles. Moi, j'en ai vu. Mes tantes, j'en ai vu, etc. C'est-à-dire, dans le sens, c'est pas pour faire l'éloge du fils, etc. C'est-à-dire que la femme a toujours fait la différence. C'est une mentalité de ceux qui dirigeaient l'Algérie. Pour lui, la femme doit être en arrière de la boutique et c'est à lui de voir. Et je termine pour ne pas y aller trop loin. Je reviens à ce que André Akoun, un des grands spécialistes de l'Algérie, a fait son travail comme Pierre Bourdieu sur l'Algérie, notamment sur la Kabylie. Et il parlait de la démocratie en Kabylie, à travers Tejmat, à travers le rôle de la femme, etc. Il dit que c'est une démocratie qui existe et qui devait se traduire dans un concept et dans une action politique. C'est-à-dire, dans notre société, il y avait ce problème de système qui n'a pas empêché les... Là, regardez, les Algériens, ils ont cassé à partir du 22 la mentalité imposée par le régime. Ils ont imposé quoi? La révolution a fait évoluer les mentalités, mais incroyable. En un an, on a gagné énormément sur le plan de temps, de mentalité, d'unité, de conception, de fraternité. La société a évolué. Et c'est un pas irréversible. C'est-à-dire demain, jamais on reviendra sur les acquis que les femmes algériennes ont acquis aujourd'hui. Juste pour reprendre M. Ditelsi, mais si Ali me permet, oui. Quand M. Didel Hussein dit, il laisse sous-entendre que c'est les militants du fils qui ont émancipé pour qu'elle puisse aller voter. Non, j'ai pas dit ça. Oui, non, tu l'as dit après. Il a dit la femme a fait la différence. La femme a différence en termes d'électorat. Elle a compris qu'elle pouvait les aider. Ce que je veux dire, c'est que le fils, à l'époque, était très organisé. Donc, il a mobilisé l'ensemble de son électorat. Oui. Tandis que ceux qui étaient supposés, il a fait la comparaison avec le FLN, je comprends bien ce qu'il veut dire de manière sociologique et anthropologique, et bon, ça a donné la faillite aussi du camp démocratique. Ouais. Mais la précision méritait d'être... Allez. Voilà. Juste pour dire, parce qu'on a abordé le sujet des épouses ou des familles des immigrés. Donc, d'abord, il faut reconnaître une chose, que ces femmes n'ont pas vécu leur vie. Et ils vivent avec leurs époux un mois chaque 2 ans, chaque 3 ans. Donc, c'est des femmes... ils ont souffert. C'est des vies gâchées. Donc, ça, c'est important de le signaler. Deuxièmement, tous les travaux forcés, je pèse mes mots, tous les travaux forcés dans cette république qui est un village, c'est du sort, c'est du rôle de cette épouse qui assure justement la responsabilité d'abord de la famille, des fois des époux qui n'en voient pas un sou. Donc il est obligé de subvenir aux besoins de ses enfants. Donc c'est une double peine. D'ailleurs, beaucoup d'artistes ont chanté oui. Comme tu l'as dit, elle assure aussi la stabilité de la famille. C'est très important. Absolument. Et d'ailleurs, il y a des conséquences qui sont engendrées. Parce que, temps en temps après, l'époux revient au village pour reprendre sa place. La femme qui a l'habitude de vivre durant trop longtemps comme responsable, et l'homme qui arrive, il doit réinstaurer
L'autorité maritale. Ça ne marche pas. Des divorces, voilà, d'un côté. Maintenant, par rapport moi, le problème, la question que je me pose, pourquoi, contrairement à la Tunisie, il n'y a pas eu un mouvement féministe en Algérie? On se pose la question. Est-ce qu'on n'a pas de femmes héroïnes? Et pourtant, c'est pas ce qui manque. Saliha Ouatiki, Warida Meddad, Jamila Bouhirad, etc. Malika Gaye. Obligé de vous couper parce qu'il y a un petit problème de micro. Ah, d'accord. Ali, je reviens à vous pour une question que vous avez soulevée qui est très intéressante. Cette sous-représentation des femmes dans les postes charges et fonctions supérieures. Vous avez dit qu'on peut régler le problème par la loi, par les lois. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, c'est-à-dire dans des pays supposés être très démocratiques, un exemple la France, les histoires de parité, les histoires de parité pour accéder à certains postes, les listes électorales qui doivent être en parfaite concordance de parité, ça veut dire qu'on a réglé le problème de la parité par la loi. Oui. Et je crois que même en Algérie, il y a une loi qui exige d'avoir un tiers de femmes. Bon, maintenant, en position éligible ou pas, c'est un autre problème. Généralement, c'est des parités sur le plan des institutions, pas au niveau de l'emploi. Par contre, au niveau de l'emploi, moi, je pense honnêtement qu'elles ont toutes les capacités. Je veux dire, maintenant, ça dépend des formations. Elles ont les capacités, comme un homme, aucune différence à exercer. Dans toutes les matières, dans tous les domaines. D'entre autres, oui. Moi, j'en connais deux. En physique nucléaire. En physique nucléaire. Oui. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Pourquoi une femme ne serait pas Alors, on va reprendre ce sujet, mais Ali, on laisse... justement, je reprends le fil par rapport donc, au problème de... Ne le perds pas, surtout. Voilà. Donc, la question, pourquoi on n'a pas ce mouvement féministe comme la Tunisie, ce mouvement fort? D'abord, il faut reconnaître que le pouvoir, d'un côté, a corrompu ces moudjahidettes qui étaient à l'avant-garde de la société, qui ont un poids, en leur donnant des postes. Donc, elle a empêché toute émergence d'un mouvement... de contestation, contestation. Voilà. Et ça a continué. Je donne l'exemple de Khalid Msaoudi. Y a-t-il une championne de défense des droits de la femme telle que Khalid Msaoudi? Mais il a suffi qu'il lui donne un poste terminé. Malheureusement, il est devenu... Quelle femme défendait? Quelle femme Non, mais elle défendait, au moins, c'était le combat de sa vie, soi-disant. Et finalement, il est devenu le symbole de la corruption et de cette Aïsaba. Juste pour dire que le pouvoir en Algérie a empêché justement l'émergence d'un mouvement qui défend les droits des femmes, et aussi... il a corrompu c'est sa méthode. C'est sa méthode, d'un côté. Oui, juste, merci. Et par la suite, il faut reconnaître aussi le code de la famille. Le code de la famille a fait de la femme une mineure. Éternelle. C'est la réalité. C'est en plus du poids d'une société conservatrice, des traditions, d'une société où le taux c'est-à-dire, on ne laisse pas la femme, on n'autorise pas la femme à suivre une scolarité jusqu'au lycée. À l'époque, c'était le primaire. Mais ce n'est pas dans le code de la famille, ça. Non, mais je parle. C'est en plus du code de la famille. C'est-à-dire, si on met les traditions, l'attitude du pouvoir, et à partir des années 80, on a rajouté une couche du code de la famille. Par la suite, le phénomène de l'intégrisme ou l'arrivée de l'islam politique, tout ça, c'est des phénomènes qui ont brisé cette dynamique, qui ont empêché la femme de s'épanouir. Aujourd'hui, en Algérie, ce n'est pas facile. Une femme qui marche dans une rue normale, habillée d'un pantalon ou d'une jupe, je ne dis pas une mini-jupe, hein, une tenue normale. Le fait qu'elle n'a pas mis le hijab, on lui dit on l'agresse dans les bus, à la rue. Beaucoup de femmes ont été obligées ça, ce n'est pas le fait du régime, c'est un fait sociétal. Mais bien sûr, on est en train de non, il est en train de mettre tous les ingrédients. Les ingrédients qui ont fait, c'est-à-dire qui ont empêché justement l'émancipation. Voilà, Hussein Bassi.
Moi, j'ai pas cette lecture aussi simpliste. Hein, donc, Elle n'est pas simpliste. Je m'excuse. Pourquoi simpliste, non Je m'excuse. C'est une lecture. Je veux dire. C'est un constat, c'est des données historiques. Attendez. Non. On parle de l'évolution de la société algérienne. Je ne défends aucune idée préacquise. Je veux uniquement dire, quand on va voir le code de nationalité, le code de la famille, moi je sais, j'ai étudié ce truc. Il a été conçu exprès par les rétrogrades, les machos du FLN. Oui. Il y a des islamistes, comme vous dites, non, je ne dis pas des islamistes, il y a des corps conservateurs qui étaient contre ce code. Ils disaient, on ne régit pas une société selon un seul rite, qui est le rite malikite. Il y a plusieurs rites, il y a plusieurs lectures, il y a beaucoup de lois dans le monde. Ah non. Pourquoi? Parce qu'avec le code de la famille tel qu'il a été conçu, etc., on conserve la domination masculine pure et simple, qui fait partie des mécanismes du contrôle de la société. Il n'y a pas d'autre chose. Alors maintenant, quand vous dites que, en comparaison avec la société tunisienne, c'est deux sociétés tout à fait différentes. Et je suis conscient. On n'a pas Bourguiba, on n'a pas... Ah non, il n'y a pas que Bourguiba. L'interdiction de la polygamie... Il n'y a pas que Bourguiba. Attendez, il n'y a pas que Bourguiba. Attendez, en 1960, quand les Tunisiens, en 1956, ils ont eu leur indépendance, alors, ils étaient combien de Tunisiens instruits? Nous, on n'avait pas le droit d'aller à l'école. Hein. Il fallait attendre le début de la moitié du XXe siècle pour avoir acquis l'école à presque une bonne partie des Algériens. Alors, par contre, au moment où les Algériens n'avaient pas le droit d'y aller à l'école même coranique, les Tunisiens avaient Zaytouna, avaient le Qarawin, il y avait comment dirais-je, Qayrawan, il y avait des écoles. C'était des écoles coraniques, c'est pour les garçons, ce n'est pas pour les filles. Attendez. Ça veut dire quoi? En 1962, uniquement 11% des Algériens savent écrire et lire. Au même moment... Oui, mais c'était Bourguiba qui a été à l'origine je suis d'accord. de l'interdiction de la bigamie. Non, ce qu'il y a en plus, juste pour essayer de... Bourguiba avait une vision historique de son pays, ça c'est le premier élément. Deuxièmement, il parlait des gens lettrés ou pas lettrés en Algérie et au Maroc. Ce qui a sauvé un peu la Tunisie, c'est qu'ils ont forgé une classe moyenne et qu'ils ont eu des syndicats, de véritables syndicats, pas des syndicats croupions comme chez nous. C'est syndicat la plus crédible. Donc on ne peut pas comparer les deux. Le régime tunisien est un régime policier, il n'y a pas de souci. Nous, c'est un régime militaire. Il y a trop de différences, malgré qu'on partage une aire géographique très proche. Et par contre, je voudrais revenir sur... Bourguiba, c'est un avocat, mais Boumedine, c'est quoi? Et Bembela, c'est quoi? Non, le souci au-delà des personnes. C'est un avocat, il a eu une dame qui a fait... Sa dame, moi aussi, a fait beaucoup de choses. Ils ont eu des démarches iconoclastes. Mais peut-être que le contexte historique de l'époque le permettait. Nous, on a mal évolué. On a mal évolué parce que je suis au regret de dire qu'on n'a jamais eu un président, même pas avocat ou pas avocat, un président élu démocratiquement qui a une vision historique de son propre pays. Il se dit, mon pays, c'est quoi? C'est qui? Où est-ce que je veux l'emmener? Quelle est sa tradition? Comment je dois me mouvoir pour l'emmener vers l'émancipation? On a un pouvoir qui a refusé même d'émanciper l'opposition. On n'en serait pas là aujourd'hui. Oui, mais maintenant, parce qu'il faut qu'on avance un peu. Oui. Maintenant, que la femme algérienne est en train de se libérer elle-même, elle n'attend personne, elle est dans la rue, elle est en train de se libérer. Elle a arraché ses droits. Voilà. Et devant cette discrimination outrancière, parce que dans les faits, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous savez que le taux de chômage en Algérie, dont on nous dit qu'il est de 12%, alors que la réalité, il est de 40% ou plus. Vous savez que dans le taux de chômage algérien, il n'est pas pris en compte la femme au foyer. Femme au foyer considérée comme travailleuse, alors qu'elle ne touche pas un centime. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, comme vous l'avez dit si bien tout à l'heure, par le truchement de la loi, pour rétablir la femme dans ses droits les plus naturels, pour qu'elle devienne un être humain à part entière et à part égale, que l'homme. Là, vous posez la question. Clairement. Alors, j'aimerais des réponses pratiques. La question politique, voilà. Premièrement. Il faut rétablir le citoyen algérien, homme ou femme, dans ses droits.
il faut poser la question de distribution de la richesse. Hein, la femme pauvre et la femme rurale et la femme citadine. Absolument. Il faut poser la question de la représentativité politique. Il faut poser la question de le rôle de la femme. Qu'est-ce qu'on doit faire de notre femme d'ici 50 ans? Et ça passe nécessairement par quoi? Par l'école. C'est à l'école qu'on doit enseigner aux gens, hein, qu'on doit construire le futur cadre, homme ou femme. Et ça demande quoi? Ça demande qu'on a un pouvoir issu de la volonté du peuple et qu'on a un débat algérien sans tabou, avec ouverture, et qu'on commence. Est-ce qu'on peut, parce que c'est de belles idées, mais c'est trop global, c'est trop général. Est-ce qu'on peut, par exemple, demain discuter d'une loi où on dirait, par exemple, là, je donne l'exemple, je ne donne pas un avis, OK, dès demain, le Parlement devra être constitué moitié de femmes et moitié d'hommes. Oui, pourquoi pas? On peut l'inscrire dans la Constitution. Ça ne s'est fait nulle part dans le monde. Mais on peut le faire. Est-ce que nous pouvons le faire, nous? Mais les Tunisiens sont allés très loin dans leur constitution que les Européens en matière de droit. Pourquoi on ne peut pas le faire? On peut le faire. Au moins, ils imposent, je m'excuse, ils imposent un taux. C'est le cas de... Non, c'est le quota. Bien sûr, c'est le quota. Même ici, en France. C'est la représentativité par la loi. Mais bien sûr, même ce type de problème existe même dans les pays les plus avancés, les plus civilisés. On prend l'exemple de la France. Il y a des partis politiques qui ont été sanctionnés, pénalisés, ils ont payé des amendes parce qu'ils n'ont pas présenté suffisamment de femmes sur leur liste, que ce soit aux municipalités, aux élections parlementaires. Mais aussi dire que souvent, avec même le peu qui se fait, cette loi existe même en Algérie. Oui, sauf qu'ils ont détourné cette loi. Ils ont détourné cette loi. Je crois que c'est un tiers. Oui, bien sûr. Ils l'ont détourné comment? En prenant, par exemple, des femmes pour les mettre juste pour le décor, à la fin, pour clôturer la liste, c'est-à-dire nous avons respecté. La preuve, une grande majorité, je m'excuse, mes salutations aux véritables députés qui ont été élus, parce qu'il y a quand même des députés, même si c'est des députés élus démocratiquement, même dans un parlement de Shkara. On a mis beaucoup de femmes coiffeuses dans le Parlement. C'est le cas de Naïma Salhi. Le résultat, il est néfaste. Comme une voix, il est en train de semer la haine et la division dans une société. Donc quand on voit... parce qu'il y a mais pas elle n'est cette pas coiffeuse, culture. elle. Hein, oui. Ah non. C'est le cadre du ministère, des Affaires sociales. Oui. La case orale, je crois, ou la case oreille. En tout cas, elle a eu un parcours de coiffeuse. Ouais. Mais juste pour dire, on a pris juste comme ça un exemple pour dire qu'on a mis juste une femme comme décor. C'est ça la réalité. Mais comment faire, Ali, comment faire de façon pratique, maintenant qu'on commence à un peu défricher ces perspectives, comment faire pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de frime, mais qu'il y ait un réellement rétablissement de la femme dans ses droits, à partir du moment où elle est encore plus présente à l'université que l'homme, où elle est encore plus présente dans la vie active que l'homme, elle est plus présente dans la famille que l'homme. Pourquoi ne pas lui donner la même part que l'homme? Donc, à mon avis, c'est l'objectif même de ce hirak, c'est promouvoir la citoyenneté. D'abord, reconnaître que la femme est une citoyenne au même titre que l'homme et l'égal de l'homme. Ça, c'est le premier, c'est fondamental. À partir de la seconde où on reconnaît la femme comme citoyenne et l'égale de l'homme, à partir de là, on peut penser aux perspectives à l'avenir. Il y a aussi le code de la famille qui a fait de cette femme un mineur. On ne peut pas aller vers l'Algérie de demain avec un code de la famille. Mais à propos du code de la famille, qui est un sujet très polémique. Absolument. Parce qu'il y a beaucoup de concitoyens, de nos compatriotes, qui sont pour ce code de la famille. Comment faire pour dépassionner ce sujet, essayer d'en parler et essayer de trouver des solutions, d'aller pas à pas pour faire le droit, dans le même temps, faire la justice aussi. Oui, tout à fait. Mais pour juste rebondir sur ce que disait Ali, je crois même Hussein, on peut, à votre question, on peut véritablement, par la loi, entraîner des listes qui seront exclusivement paritaires. Une liste de municipalités, une femme, un homme. C'est au niveau de la candidature.
Pas au niveau des résultats. Les résultats, c'est le suffrage. C'est le citoyen qui choisit. C'est le citoyen qui choisit. Ouais. Au niveau de l'Assemblée, comme l'a dit Ali, au niveau du scrutin pour un mandat national, donc député, aussi. Par contre, là où je pense il y a eu des amendes au début, maintenant c'est une obligation pour valider les listes. C'est d'être, ici je parle d'ici en France, c'est d'avoir la liste paritaire. Par contre, pour leur politique municipale ici, quand ils ne construisent pas assez de logements sociaux, certaines mairies, pour éviter la mixité sociale, préfèrent payer une amende que de construire des logements sociaux. Parenthèse fermée. Oui. Par contre, maintenant, pour le statut personnel maintenant, parce qu'il y a un sourcing religieux, l'article 2, disons, l'islam est religion d'État. Non, dans la prochaine... pas l'islam est religion d'État. Oui. L'islam est la religion de l'État. Et la religion de l'État. Oui. Pardon, excusez-moi. C'est la même chose ici pour la Tunisie. Oui, alors, qu'est-ce qui va se passer dans le statut particulier, c'est que toutes les dispositions pratiquement qui ont été amendées plus ou moins prennent leur source dans le religieux. Est-ce que la société aujourd'hui est mûre pour discuter justement du fameux article 2 de la Constitution? Parce que si cet article est amendé ou carrément mis de côté, le statut de la femme n'a plus de raison d'être et d'exister. Donc, excusez-moi. Donc c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y a le sourcing dans le statut particulier. C'est un sourcing religieux. Non. Alors, apportez-moi la contradiction aussi. Oui. Il n'y a pas de souci. Eh bien, justement, moi je veux dire que l'islam est la religion de l'État. Il a toujours, le régime a utilisé ça. Pour moi, ça n'a pas de sens. L'État n'a pas de religion. On est d'accord là-dessus. Attendez, non. Mais on n'est pas d'accord sur la suite. Non, on n'est pas d'accord sur la suite. Ah non, je suis d'accord. Non. Quand vous dites que le religieux, non, c'est une lecture rétrograde de l'islam. Mais c'est religieux. Attendez. Non, il y a aussi une lecture rétrograde de la démocratie. Il y en a des gens, on a vu en Algérie, les gauchistes d'Algérie, les pseudo-démocrates algériens qui se sont mis la main dans la main avec les militaires qui massacraient les Algériens. Au nom d'une lecture rétrograde de la démocratie. Attendez. Non, mais c'est qui les gauchistes, Abdoulaziz? Non, je dis les gauchistes, non, je parle de... En général. En général. Non, parce qu'il faut ils étaient tous avec les militaires, les pseudo-démocrates. Attendez. Tous les gauchistes. Attendez. Toute la gauche n'a pas mis sa main avec les militaires. Je ne parle pas Ça aurait été mieux si vous aviez dit des gauchistes. Oui, ou certains gauchistes. Oui, certains pseudo-gauchistes. Pseudo-gauchistes, pseudo-démocrates. Voilà. C'est pas pour autant que je vais mettre, moi, la démocratie, parce qu'elle est mal portée par ces gens-là, ces mauvais représentants, que je vais dire, moi, je ne suis pas démocratique. Moi, je rejette votre démocratie. Non. C'est une lecture rétrograde de la religion. Et je vous cite un exemple. Pourquoi dans les pays musulmans, y compris en Tunisie, etc., c'est une question de culture, de toute façon, cette organisation. Dans la religion musulmane, par exemple, il y a le contrat de mariage oral. Il y a existé, écrit. Et pourquoi on ne fait pas? Pour séparer les biens. Alors que dans la loi musulmane et dans la loi algérienne, les biens sont automatiquement séparés. C'est-à-dire, les acquis de la femme, les biens de la femme, même acquis pendant le mariage, appartiennent à la femme. Non, mais ça, c'est... Attendez. Non, ça, tu es en train de nous parler d'héritage et de biens. Nous parlons de liberté et d'émancipation. Dans le statut particulier, je vous donne la source est religieuse. Non, c'est simple. Je donne un exemple d'une lecture rétrograde. Parce qu'on ne veut pas... Ce n'est pas la disposition qui est rétrograde, c'est la lecture. La lecture. Mais pourquoi? Allez-y. On choisit cette lecture. Pourquoi? Parce qu'on veut maintenir la femme, que ce soit à Alger, que ce soit à Tizi Ouzou, que ce soit à Ouargla, que ce soit ailleurs, sous la domination masculine. Point à la ligne. Donc tu condamnes le statut particulier de la femme? Oui, voilà. Je le condamne. Moi, je ne me reconnais pas en tant que musulman dans la loi de 84. C'est une question très pratique, puis nous allons sortir de ce sujet. Hussein, moi je ne suis pas exégète, ni encore moins... Mais quand on dit l'article 2, l'islam est la religion de l'État, ça devient un référent constitutionnel. Ça veut dire les lois, quand vous faites vos lois, vous mettez vos visas, vous mettez, vu la Constitution, vu la loi Kaza, vu Kaza, décrète ou ordonne ou
Alors, est-ce que toutes les lois algériennes sont conformes à une lecture non, de l'islam? justement, non. Moi, je parle de. Mais c'est une manipulation. C'est une manipulation. Moi, je parle de la. C'est une occasion de parler de cette manipulation. Voilà, je parle de la théorie qui est en place. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple. Par exemple, pour ce qui est du mariage, si je ne m'abuse, les dispositions coraniques et hadith font obligation à la femme qui doit se marier, même si elle est majeure, d'avoir un tuteur. Ça, mais attendez, ça c'est... Non. Un exemple, c'est un exemple. Alors, je vous donne la réponse. Je réponds. Ça, ce n'est pas ce n'est pas tous les rites. d'accord. Les Hanafites, non, ils ne demandent pas ça. Oui, mais nous sommes malikites. Le code de la famille. Attendez. Mais quand on fait une législation, moi, quand je fais une législation pour l'Algérie, je ne vais pas prendre les coutumes de Ouargla pour les imposer. Je fais... La loi, elle est générale. La loi, elle est générale. Ouais. Et c'est pour cela, comme la loi, elle est générale, parce qu'elle organise la société, je dois prendre la lecture qui répond à la situation. Je ne vais pas choisir entre les lectures où j'adopte la lecture la plus rétrograde. Par exemple, je vous donne un exemple. Pourquoi pas la supprimer? On a abordé un sujet qui mériterait à lui tout seul une cinquantaine d'émissions. Ça va venir. Après la chute du régime, ça va venir. Donc nous allons passer ce cap. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur ce sujet avant de passer au sujet suivant? Non, je dis une chose. Juste Alice. Oui, bien sûr, je t'en prie, il n'y a pas de problème. C'est qu'il faut qu'on comprenne une chose. Nous sommes un pays maghrébin, nous sommes nord-africains. Nous sommes l'Occident en termes géographiques du monde musulman. Nous avons un rite malékite qui nous réunit tous avec toutes les différences, l'ibadiyya, etc., etc. Je n'ai aucun souci pour la pluralité des opinions et des doctrines. Nous devons aller, excusez-moi, il faut qu'on me comprenne bien, vers un Vatican II. Essayer d'unifier par nos théologiens exclusivement nord-africains en fonction de nos traditions, de nos spiritualités, de notre rapport à la religion. On n'aura plus besoin d'avoir des idéologues qui viennent d'ailleurs pour essayer de perturber notre fraternité. Ça, c'est une très bonne idée, Edir. Non, mais je travaille sur ce sujet, ça fait 3 ans. Et je demande qu'on doit faire culturellement une rupture totale avec le Moyen-Orient, pour la simple raison parce que nous sommes des Maghrébins, nous avons notre propre référence, nous sommes les descendants de ceux qui ont fait l'Andalousie, le summum de la civilisation musulmane, on n'a pas besoin de ces gens-là. Mais une rupture avec ces gens-là culturelle, comment se fait-il que un Malik Ben Nabi, un Mohamed Tahar Ben Achour, un Bachir Ibrahimi, un Ben Badis, un ceci, un cela, ne sont pas cités dans le monde. Par contre, des inconnus ou très peu des gens qui sont limités peut-être, on fait la promotion et on impose comme référence. Nous avons au Maghreb notre propre référence. Ça y est, je lui ai ouvert le Bourbon. Oui, non, mais il faut travailler. Non, il faut travailler. Je suis d'accord. Ça fait partie de l'unité du Maghreb. Tout à fait. Ali, dernière voilà, donc, même sur cette table, on sent un différent idéologique. C'est la réalité. Mais on sent aussi la possibilité de discuter absolument. de tout. L'idée de justement, j'allais juste dire 2 mots. À comparer à comparer. Bien sûr, le code de la famille, c'est vrai, de la famille algérienne et le Moudouana du Maroc, le code de la famille algérienne est plus souple et meilleur et incomparable avec le Moudouana du Maroc. Alors au Maroc, une femme violée par un homme, il épouse la fille, même après l'avoir violée, il ne va pas purger une peine. S'il accepte de l'épouser, grave, le crime est effacé. Est effacé. Donc, pour dire que. Cet islam de sorte. Mais justement. De truc. Vous êtes sûr, Ali? Absolument. C'est pour dire que les codes de la famille, il y a une grande manipulation. Exact. Une grande manipulation. C'est pour ça que, dès le début, j'ai dit construire une citoyenneté donc, et un mariage entre les lois universelles et nos spécificités. Mais Ali, toutes les civilisations de l'histoire sont fondées sur des socles culturels, historiques, sociétaux. Certains parmi les islamistes
par exemple, je parle des islamistes les plus éclairés, hein, je ne parle pas des intégristes bornés, vous disent pourquoi voulez-vous m'imposer d'importer mon socle civilisationnel et de construire dessus quelque chose de tout à fait factice, de tout à fait artificiel. Pourquoi ne me laissez-vous pas me servir de mes propres socles dans lesquels l'islam a sa place? Je ne vais pas prendre ce qui est négatif, je ne vais pas prendre couper-lui la main, couper-lui le pied, mais je vais prendre ce qui m'arrange et j'importe de l'Occident ce qui convient, ce qui n'est pas contraire à mes propres valeurs. C'est ce que je viens de dire. Oui. Un mariage entre voilà. Bien sûr, moi c'est ce que j'ai dit. Oui. Vous avez... Oui, et c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion. Absolument, dire, moi je partage. Mais sur un plan plus clair, comment faire pour aboutir à ce genre de compréhension du phénomène? Nous avons nos spécificités. Il faut donner la bonne lecture au problème et la bonne lecture à la religion et la bonne lecture à la pensée humaine pour résoudre notre problème. Et si on reste dans les positions crispées, hein, une lecture rétrograde de la religion, une vision rétrograde de la société, vous allez dans certaines montagnes algériennes et vous leur dites bon, on va faire ceci, cela, ils vont vous dire mais monsieur, vous allez partir maintenant sinon je vais vous faire disparaître. Hein. Hein? Mais ceci, ce n'est pas un empêchement. On doit mettre les jalons, on doit mettre les bases, on doit ouvrir ces chantiers et éduquer les gens. Et ce que la révolution du 22 février a fait, moi je l'ai vu, je l'ai vécu à Bourges quand je suis allé. À Bourges, une ville conservatrice, la femme avec un homme. Côte à côte. Côte à côte. Et personne ne contestait, ni les vieux, ni vieilles, ni les barbus, ni ceci, ni cela. C'est pour ça que c'est une révolution. C'est une révolution. Ouais. Il n'y a que la révolution qui peut faire ça. Et nous devons saisir cette occasion. Alors, dernier mot sur ce sujet. Dernier mot, je pense qu'on est tous obligés, en tant qu'Algériens, pour qu'on retrouve une communauté de destin, que ces débats aient lieu, qu'on arrête d'être dans le dogme, comme l'a si bien dit Hossein, être dans la pensée. Absolument. Et c'est comment établir le futur, construire, bâtir notre futur. Ça, c'est un. Et je ne veux pas aborder un autre point qui sont les zaouïas. Et je tiens à alerter un petit peu. C'était des lieux de spiritualité, véritablement. Et ça commence à devenir des centres de religiosité. Et de relais du régime. Voilà, et de relais du régime depuis assez longtemps. Alors, avant de passer au sujet suivant, nous allons voir quelques manifestations de la femme algérienne en Algérie à l'occasion du 8 mars. Regardez. Okay.
Alors, messieurs, avant de passer au sujet suivant, c'est magnifique. Hein, c'est incroyable. C'est magnifique, mais il faut regarder aussi les slogans parce que c'est important, les slogans des femmes. Ouais. Très haute tenue politique. Une pensée politique très approfondie, très finie, très développée. Et vous avez vu la diversité les vestimentaire des femmes en hijab, des femmes en mini, en fuseau. La société a dépassé ce débat. Ce débat a été toujours alimenté par le régime. Il essaye maintenant de le remettre dans le débat pour casser le On est en plein dans les réseaux sociaux. Oui, on est dedans. Ouais. Il essaye de le mettre. Mais ces jeunes-là, cette génération, a mis fin à toutes les manipulations d'ordre idéologique, régionaliste, linguistique. C'est fini. Il y a l'Algérien qui devait exister à travers cette révolution. Et nous allons voir d'autres images. Regardez. والعصابة تفتخر بكم. Des images. Et là, on enchaîne avec des images de la violence exceptionnelle et très grave qui a eu lieu hier. Nous allons voir donc quelques images. Voilà. Alors, et nous arrivons donc à ce sujet de la violence qui s'est déchaînée hier, la violence policière. C'est déchaîné littéralement hier à Alger. Alors pourquoi? Je vais vous faire un bref retour sur les événements. Je rappelle qu'il y a 3 semaines, le Hirak, dans son intelligence collective, a décidé de rajouter le samedi au mardi et au vendredi. Ça veut dire pour aller à 3 jours. C'est ça, en quelque sorte, l'escalade, Saïd. Pour aller à 3 jours de manifestation par semaine. Mais le samedi est une journée de travail en Algérie, comme le mardi. Donc là, ça fait 2 jours de travail, et ça a fait paniquer le régime, parce que si nous allons vers une généralisation du samedi en Algérie, le régime tombe, sans qu'il y ait une vraie désobéissance civile. Encore que c'est une forme de désobéissance civile. Alors, c'est la 3e semaine. Or, hier, plusieurs villes sont sorties, Oran, Annaba, Sétif, un peu partout, sauf Alger, à 11h, parce que les Algérois avaient compris que, comme d'habitude, comme le vendredi et le mardi, ils sortaient après la prière du Dohr. Or, les autres wilayats sont sortis le matin. Et donc, panique à bord, les hirakistes se mettent à leur clavier et commencent à envoyer aux Algérois. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'êtes pas sortis? Alger, le Hirak sont Alger, ce n'est plus le Hirak et tout. Et les Algérois entendent et ils descendent dans la rue en l'espace de quelques minutes. À 11h, les abords de la Grande Poste étaient plats, surtout les abords de la rue d'Idouche Morad. Et qu'est-ce qui se passe? Les policiers, on dirait qu'ils étaient préparés, parce que c'était très bien organisé. La répression a été féroce. Alors je vous laisse en parler. Tout d'abord, ça prouve quoi? La panique générale dans les rangs du pouvoir. Toute sa crainte, c'est d'annexer le samedi au vendredi et au mardi. Donc, ils ont compris, là c'est la 3e semaine, et samedi passé, donc hier, c'était généralisé. Donc c'était des manifestations dans les 4 coins, sauf que l'agressivité de la police, quand même,
était différente des week-ends ou de la semaine passée. Il y a eu plus de 190 arrestations. Oui. Voilà, plus de 190 arrestations. Une violence inouïe. Ils ont matraqué, tabassé des vieux, des vieillards qui ne pouvaient pas bouger. Femmes. Des femmes sans pitié, mais une violence inouïe. On a vu comment, et d'ailleurs, dommage, on n'a pas montré l'image d'un citoyen qui marchait et le policier qui le tabassait avec alors qu'il n'avait pas bougé. Comme si ça... Mais incroyable. Et mais je me demande qui a ordonné. D'ailleurs, quand je vois ce Bayan Toudihi, qui n'est qu'un... on va en parler. C'est un pur mensonge parce que réellement, la police était plus violente hier que par... Justement, le communiqué dit tout simplement parce que les manifestations ne sont pas autorisées. On est d'accord? Or, M. Tebboune, qui est leur chef d'État, leur président, élu, disent-ils, lui-même dit le Hirak al-Mubarak. Mais Jamaldine, le mardi et vendredi sont autorisés par qui? Qui a fait une demande d'autorisation? Absolument. Il n'y a personne qui... Il n'y a personne. C'est les mêmes manifestants. La rue appartient au peuple algérien. Il doit manifester. Il fait ce qu'il veut dans Et la rue. il n'a pas qui lui demandé appartient. d'autorisation. Exactement. La rue, depuis plus d'1 an, appartient au peuple algérien. Au nom de quoi il raconte n'importe quoi. Et puis, le peuple algérien, quand il décide de faire de la rue, de son propre pays, ce qu'il veut, c'est ça. Il dit, bled, on dit Roraina. Ils l'ont dit au début de Hirak, toujours. Eh bien, c'est n'importe quoi. Écoutez, la DGSN a dit, la direction qui fait un communiqué d'indignité, pas celui-là, quand des policiers acceptent d'exécuter l'ordre pour arrêter un serdouk, Un coq. Un coq. Cette histoire, elle est extraordinaire. Et rédiger un communiqué d'explication quel est le sort réservé à ce coq. Ces gens-là, ils doivent cesser. Ce coq a dérangé une diplomate italienne. Oui. On connaît, mais tout le monde, tous les Algériens connaissent ça. Tous les Algériens connaissent ça. Ces gens-là, moi j'ai dit sur Facebook, normalement, celui qui a écouté au ministère des Affaires étrangères la plainte de l'italienne, et le procureur qui a ordonné ça, et le commissaire qui a fait ça, et les policiers qui ont fait ça, doivent se suicider parce qu'ils ont manqué à leur essence d'homme. Ils ont ridiculisé leur... Ils ont ridiculisé Ils l'Algérien. ont fait honte à l'Algérie entière. Donc ça ne m'étonne pas, ce genre de truc. Oui. Par rapport à ce qui s'est passé et de la violence qu'ont subi les manifestants, maintenant, si nous étions en complète démocratie, les marches, si on était en démocratie, qu'on avait passé la transition, que les nouvelles règles étaient là, on demande une autorisation pour manifester. Or, ce n'est pas le cas. Donc les citoyens ont le droit de manifester. Mais d'un point de vue politique, ils ont très peur. Je pense que le régime est aux abois, comme l'a dit Ali. Il est fébrile. Et si on instaure la 3e journée, il y en aura une 4e. Vous l'avez évoqué il y a 2-3 minutes. C'est le début de la désobéissance civile. C'est le début de la... Vous pensez que ça, c'est annonciateur? Je me dis, il faudra construire avec un peu plus de densité, d'épaisseur, le 3e samedi. Ça fera 3 jours par semaine. Et si là, ça ne suffit pas, on est pratiquement dans la trajectoire de la désobéissance civile. Mais faudrait-il encore la construire, la bâtir? Parce qu'on oublie une chose, M. Benchenouf et Hussein et Ali aussi, c'est que la crise économique va arriver plus vite que prévu. Plus vite que prévu. Oui. Et rappelez-vous, il y a plus d'un an et demi, on se disait tous, ici sur le plateau, quel va être l'impact de la crise sur la nature du Hirak, son intensité et sa peut-être radicalité. Donc toutes ces questions qui, d'un point de vue politique uniquement, doivent mériter une lecture. Alors question, parce que j'aimerais savoir, Hussein, je viens à vous, parce que les gens se demandent ce qui s'est passé, qui a donné, il y en a même qui ont pensé que les gens qui ont ainsi violenté la population l'ont fait pour mettre Tebboune dans la gêne. D'autres, qu'est-ce qu'ils avancent? Alors là, c'est très intéressant. Vous vous rappelez Nazar, quand il est parti voir l'ex-roi de l'Arabie Saoudite, oui, le Malik Fahd, quand il lui a dit « Al-Asa liman asa » par rapport aux grèves du fils, il est allé le voir, il lui a dit « Al-Asa liman asa », il faut sévir. Et un autre roi saoudien a dit la même chose à un président égyptien. Oui.
est-ce que ce ne serait pas le cas aussi? Est-ce que Après la visite de Shengriha aux Émirats, et Tebboune et Shengriha, est-ce qu'ils n'auraient pas reçu des consignes de ce type? Moi, je pense que Shengriha et Tebboune, ils ont reçu des feuilles de route à exécuter. De l'Arabie Saoudite? De l'Arabie Saoudite et des Émirats et de leurs maîtres, les Américains et les Israéliens, il faut bien le dire. Qui consiste à dire que nous ne voulons pas, nous avons mis beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices pour combattre les révolutions du printemps arabe. Nous n'acceptons pas que l'exemple algérien fasse école. Tache d'huile, oui. Et en même temps, on vous dit, mais écoutez, nous, on va user de notre influence auprès des chancelleries occidentales et avec notre argent, on va vous aider. Voilà la contrepartie. Et la preuve de ça, nous allons revenir peut-être le changement de cap de l'Algérie vis-à-vis du problème libyen. On s'aligne sur la position. Ah ouais, je reviens à vous. Oui. Je reviens, non, mais je dis dans ce sens-là. Oui. Mais on va le revenir. Mais je pense que pour la violence, je reviens sur une idée qui est très importante. Le peuple est dans une révolution. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas de règles. Le régime essaye de dire qu'il est dans un état organisé et d'institution. Mais non, c'est faux. Nous ne sommes pas dans un état. Nous sommes dans une révolution. C'est cette incompréhension qu'il faut lever. Alors je vais vous demander d'aller très vite à partir de maintenant, parce qu'il nous reste très peu de temps. Mais je voulais juste signaler, est-ce que vous avez lu le communiqué de la DGSN en français? Oui. C'est incroyable. Hein? Comment peut-on, à ce niveau-là, mettre autant de fautes d'orthographe et de style et de syntaxe? Comment peut-on... Mais c'est incroyable. Il y aurait eu une faute, on aurait dit c'est une faute d'inattention. Mais un tel communiqué en français, rédigé avec quasiment... repris par l'APS qui est distribué mondialement. Absolument, c'est incroyable. Mais sinon... C'est une honte. Alors, comme nous allons bientôt arriver à la fin de l'émission, d'abord, Houssine, sur ce problème libyen, et puis après, je laisserai chacun de vous trois... finir avec le sujet l'Algérie qui a tout perdu. Hier, Bougadoum, le ministre des Affaires étrangères, reçoit le Houij, Abdelhadi le Houij, le soi-disant ministre des Affaires étrangères de Haftar, alors que la communauté internationale ne reconnaît que le gouvernement de Sarraj, de Tripoli, dont le ministre des Affaires étrangères, c'est Mohamed Siyala. Oui. C'est quoi ça, cet alignement? Celui qui a menacé l'Algérie, celui qui représente le danger, celui qui est entre les mains des gens qui ne veulent pas à notre région et notamment à notre pays. S'il s'agit de notre propre sécurité. Mais pourquoi, Hussein? Très vite, pourquoi? Donner de la légitimité à Haftar à travers... Mais pourquoi donner de la légitimité? Et c'est la pression de la France, c'est la pression de la France, c'est la pression des Émiratis, c'est la pression des Saoudiens, c'est la pression des Israéliens. Ce sont les quatre forces qui soutiennent Haftar. Mais ça risque de se retourner contre l'Algérie. Ça risque de provoquer de l'insécurité dans la région. Eh bien, le régime est arrivé. Justement, le régime, c'est quoi? Le régime, il est prêt à sacrifier la sécurité de l'Algérie pour que ces gens-là se maintiennent au pouvoir. Parce que ses protecteurs le lui ont demandé. Maintenant, il faut ramener, je pense, cette décision-là. L'Algérie, on a eu toujours une diplomatie relativement pas d'ingérence, une position conciliatrice, les solutions politiques avant que ce soit les solutions militaires. Ça, c'est la doctrine diplomatique algérienne. Houssine a évoqué, là, il y a 2 minutes, la visite de Shengriha, chef d'état-major aux Émirats, et la visite de Tebboune. Oui. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi la première visite officielle de Tebboune, c'est en Arabie Saoudite. Il y a un intérêt majeur, parce qu'il faut avoir une lecture de ça. Ils ont besoin d'argent. Non, moi je pense que c'est aussi pour les pays exportateurs de pétrole, pour plein... C'est pour cela que l'Arabie Saoudite nous a fait aujourd'hui un coup. Elle a décidé de balader le pétrole. Ce que je voulais dire... Vous avez lu l'article de TSA? C'est pour revenir justement à cette histoire quand on dit le gouvernement officiel reconnu par l'ONU, pas par la communauté internationale, par l'ONU, l'ONU, c'est le gouvernement de Sarraj. Le gouvernement de Sarraj est appuyé par donc Erdogan, le président turc, et par, disons, on va dire les Qataris. De l'autre côté, on a les Saoudiens et les Émiratis.
la France et le groupe Wagner, inféodé à la Russie. Imaginez-vous aussi, aujourd'hui, M. Erdogan qui a allumé 2 fronts, puisque ses militaires sont aussi sur le territoire libyen et il s'occupe de la région frontalière avec la Syrie. Pour en revenir à la question, c'est que je pense que M. Tebboune ou M. Bourkado m'a reçu sur pression des Saoudiens qui soutiennent Haftar, sur pression des Émiratis qui soutiennent Haftar. Quelle a été la compensation au-delà du fait que l'Algérie s'improvise? Où est véritablement, on le dira. C'est une rupture, mais c'est une rupture aussi avec la tradition diplomatique de l'Algérie, c'est qu'on respecte la légitimité internationale. Tout à fait. Il y a ça, il y a la neutralité, juste si je termine, la neutralité et le fait de l'avoir reçu. Est-ce que c'est dans le cadre des bons offices ou pas? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je ne vous donne pas une légitimité que la communauté internationale ne vous a pas dit. Non, là je suis d'accord. Premièrement. Deuxièmement, ça aurait pu être en off, entre parenthèses. On tend la main à quelqu'un qui est l'élément d'instabilité, qui menace notre propre sécurité et qui nous a menacés ouvertement. Oui. Mais comment alors tu peux expliquer? Alors, 2 minutes, monsieur Benchouf. Pas 2 minutes, 1 minute. 1 minute, pardon. Merci beaucoup, monsieur Benchouf. Les Émirats construisent 2 bases. L'une au Niger, l'une au Niger. Au Niger, en Mauritanie, mais à 20 km de notre frontière. Oui. C'est un geste inamical, à Hussein. Comment l'Algérie va répondre à tout ça? C'est pour ça que nous avons, à une contestation interne, pardon, juste Hussein, à une contestation interne dingue avec le Hirak, avec cette révolution qui avance et qui va aboutir, moi je n'ai aucun doute là-dessus, un contexte géostratégique exécrable, la chute du prix du baril, peut-être les transferts sociaux ne pourront pas être donc mis en place pour l'électricité, pour l'eau, pour le lait, pour le pain, une école complètement disqualifiée. Bonjour les dégâts. Juste pour dire, c'est pour ça que le Hirak doit continuer, parce que nous avons, c'est encore plus grave. Donc, auparavant, il y avait le chef de l'état-major qui gérait le pays. Maintenant, nous avons un État avec 2 têtes. L'un qui prend ses ordres de la... Malheureusement, c'est 2 clans qui se disputent le pouvoir en Algérie. Tebboune qui prend ses ordres de l'Arabie Saoudite et Chengueriha qui prend ses ordres c'est-à-dire le Golfe gère l'Algérie. C'est grave un pays comme l'Émirat, ce n'est même pas l'équivalent de l'Harraj ou de l'Djelfa. Il prend ses ordres et c'est tout qui nous gère. C'est encore grave. Aussi, la crise de la Libye, l'Algérie a été d'une grande lâcheté. Je pèse mes mots. Le pouvoir algérien a été d'une grande lâcheté. Il a laissé des pays comme la Turquie et comme les pays du Golfe s'ingérer de nos affaires internes. Il faut dire que la Libye, nous avons les frontières... 1200 km. Au lieu d'intervenir d'une manière ou d'une autre, pour essayer de peser sur le conflit, il a laissé les autres s'ingérer et le danger pèse aujourd'hui sur l'Algérie. Parce que c'est les militaires. C'est ça, la police politique qui gère, ce n'est pas le politique. Tour de micro. C'est le manque de démocratie. Oui. 1 minute par personne. 1 minute, pas plus. On a dépassé le temps d'heure. C'est-à-dire, pour conclure. Oui, pour conclure. Quoi dire? Que le Hirak doit continuer, que nous saluons encore une fois toutes les femmes algériennes pour leur combat. Toutes les femmes? Toutes les femmes algériennes. J'ai mal prononcé. Toutes les femmes algériennes, il me reprend. Ouais. Toutes les femmes algériennes et que le Hirak puisse continuer mesurément. Par contre, je voudrais attirer l'attention des formations politiques qui sont en Algérie ou des grosses associations. On n'entend pas des think tanks comme Nebni, au moins apporter la contradiction à ceux qui ont en charge l'industrie du pays, le commerce du pays, les finances du pays. On n'a pas d'audit sur nos finances à l'instant T. Toutes ces questions-là doivent être prises en charge. Le pouvoir est en train de concocter une constitution sans le peuple. C'est inadmissible. Que font nos juristes, que font nos barreaux d'avocats, que font notre société civile pour au moins avoir un projet de constitution à soumettre aux étudiants en attendant, en espérant que ça fasse tache d'huile? Moi, je dis ce que a dit Hamanouch. Ce régime est dangereux pour l'Algérie et pour les Algériens. Il doit partir. Ce régime n'a aucune raison d'y rester. Il prépare une violence inouïe contre le peuple algérien. Il a commencé à mettre les éléments pour semer une certaine pagaille
dans le sud algérien, notamment à Gardea. On le met en garde pour la énième fois de toucher à cette partie de l'Algérie parce qu'il n'y a pas d'Algérie sans Gardea. Il n'y a pas d'Algérie de Mezab. Il faut bien le renouveler. Que nous chantons. Il n'y a d'Algérie qu'avec tous les Algériens. Et toutes les parties de l'Algérie. Exactement. Mais notamment cette partie de l'Algérie qui est très sensible, qui nous a donné tant de savants et qui nous a donné l'hymne national que nous chantons, a été écrit par un certain Moufdi Zakaria de Bni Yezgen. Donc, qui ont payé très cher en 2015. Oui. Et vous vous rappelez, Jamaldine, on a fait beaucoup pour ça. Je dis beaucoup. On a fait ce qu'on devait faire devant l'ambassade, etc. Quand Tawfiq et la police affidée à Tawfiq massacraient les gens de Gardea, nous leur mettons en garde parce que cette fois-ci, c'est directement, ça sera des plaintes devant toutes les instances. Et puis, nous ne pardonnerons pas qu'on touche un Algérien, quel que soit. Nous ne nous pardonnons pas et nous ne nous pardonnerons plus. Exactement. Ali et Jody. Oui, donc honnêtement, moi, c'est comme si aujourd'hui on est le 8 mars, donc d'abord mes salutations donc, et ma reconnaissance à ces femmes qui luttent dans le silence le plus absolu dans toutes les régions lointaines, à toutes ces victimes du système, à toutes ces femmes qui accouchent devant des hôpitaux à qui on refuse l'accès. À ces femmes qui accouchent sur deux femmes qui accouchent sur le même lit. À toutes ces femmes, grâce à elles, l'Algérie est encore debout. Je dirais aussi que le Hirak est le socle de toutes les revendications. Plus que jamais, c'est le moment aux femmes de s'imposer, c'est le moment aux femmes de revendiquer leur darwa, comme on revendique les darwas de tous les Algériens, la démocratie, le progrès. Je salue aussi les femmes syndicalistes, parce que j'étais syndicaliste, beaucoup de femmes ont lutté donc, pour l'honneur de cette classe ouvrière, et je vous salue. S'il te plaît, juste j'ai oublié quelque chose, parce que avant-hier, Houssine Rjala, un militant du Hirak, a été arrêté pendant plusieurs heures. Par la suite, la relation lui a confisqué ses documents identitaires et par la suite, il a été convoqué le lendemain à l'aéroport et il a été squatté, c'est-à-dire arrêté, enfermé dans un bureau plus de 6 heures. Donc, c'est des intimidations, des menaces contre ces militants qui agissent dans ce Hirak à la diaspora. Houssine, Gilles nous a ramené, tout à l'heure nous a rappelé qu'hier a été l'anniversaire du fameux appel au peuple algérien lancé par M. Ben Khadda, Ben Youssef, Rabbi Rahmou, Farhat Abbas, Rabbi Rahmou, Houssine Lahou, Rabbi Rahmou, Cheikh Khairdin, Rabbi Rahmou. Et je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, du temps de Boumedienne, personne ne pouvait bouger une oreille. Ils ont eu le courage et ils ont dit en même temps que personne n'a le droit de nous monter contre nos frères marocains. Mais vous voulez nous lire quelques passages rapidement, très rapidement? Alors il est d'actualité dans la partie. Je vais choisir ça. Il dit, ces fameux héros de la Révolution, ça, il faut bien dire que Farhat Abbas de l'UDMA, GP Arabe Ben Youssef Ben Khadda, Khairdin, Jum'iyat al-Ulama, etc. Il dit le régime colonial contre lequel nous nous sommes mobilisés nous avait humiliés. Il nous avait interdit dans notre propre pays l'exercice de la souveraineté nationale en limitant nos problèmes aux questions alimentaires et économiques, ce que le régime fait. Absolument. Deuxième, il dit il nous a conduits progressivement à la même condition de sujet sans liberté et sans dignité. Et après, il dit cette subordination est une insulte à la nature même de l'homme et de l'Algérien. En particulier, elle est une atteinte à sa personnalité. Il faut mettre fin à l'indignité qui nous frappe. Et c'est en 1976. C'est pour dire que ça vient de loin. Et ces grands nationalistes ont été mis en résidence surveillée par Boumedienne, je me rappelle. Leurs biens confisqués. Leurs biens confisqués. Et la presse de l'époque les a quasiment traités de traîtres. Je me rappelle très bien. Et au Maroc. Hein, ouais.
quatre personnalités historiques, que Hussein Aït Ahmed a souscrit aussi à l'extérieur, et Khider a souscrit. Par contre, l'Ebjaoui et le commandant Slimane, donc Qaïd Ahmed, ont souscrit après. Alors, je suis obligé de... Il a été assassiné déjà. Déjà, je suis obligé de finir. Khidr a été assassiné. Non, pas Khider. Pardon, je me suis trompé. Alors, cette émission est maintenant terminée. Merci Idil Honoran, merci Hussein Jidel, merci Ali Aïdjoudi. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que nous fêtons aujourd'hui la journée, nous célébrons aujourd'hui la journée de la femme algérienne et de la femme d'une façon générale. La femme qui est descendue à Alger au cri de « Majinash besh nahtaflou, jina besh tarhlou ». Et nous allons finir par obtenir ce que nous cherchons, l'institution d'un état de droit, la justice sociale, la séparation des pouvoirs, la liberté de la presse, le respect des droits de l'homme et tout le cortège des droits inhérents à la vie et à la nature, à la seule condition que nous restons comme nous sommes, c'est-à-dire unis, pacifiques et fraternels, et de ne laisser personne nous diviser au nom d'une quelconque idéologie ou de n'importe quel autre clivage. Merci beaucoup. Écoute.